Allons maintenant passer au TED Talk, dans Il est le temps d'agir, changement climatique dans le secteur humanitaire et j'ai le plaisir d'accueillir Rita Issa qui va prendre la parole. Elle est, médecin, libano-britannique et elle s'intéresse au changement de climatique. C'est un programme à l'University of East Anglia et elle est également Research Fellow dans le domaine des migrations et du changement climatique. Elle a travaillé à MSF, département changement climatique et d'autres organisations. Elle a cofondé différentes organisations de plaidoyer et son travail a été reconnu en tant que faiseuse de changement en 2022. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rita. Alors, il faisait de plus en plus chaud. Bran a pris une respiration profonde. Ça lui a rappelé l'air dans un sauna. Il a regardé son téléphone et il a vu 35% d'humidité. Il y a quelques années, ça aurait été une des températures de thermomètre mouillé les plus élevées. Mais maintenant, on est juste un mercredi matin, c'est une température normale. C'est le premier chapitre du livre, du roman de Kim Stanley Robinson qui s'appelle Le ministère du futur, The Mystery for the Future. Donc, face à une vague de chaleur, les résidents essayent de trouver du répit ailleurs. Grand nombre d'entre eux décèdent. Donc, pour les travailleurs humanitaires, dans le livre, eh bien, c'est tout à fait traumatisant. Et cela modifie le cours de sa vie encore plus avant. Alors, ce qui est décrit ici, malheureusement, ce n'est pas de la fiction. Et de plus en plus, ce sera l'avenir. C'est quelque chose que l'on connaîtra de plus en plus, que ce soit les incendies en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, les inondations au Pakistan. C'est un présent tout à fait tangible. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, les humanitaires? Cette relation, en fait, elle a deux pans. Nous savons que le changement climatique et la dégradation de l'environnement impactent euh, et on nécessite une réponse humanitaire. Mais cette réponse humanitaire a également un impact sur le changement climatique et sur l'environnement. Alors, voyons tout d'abord ce qui se passe au niveau de la crise climatique et de l'aspect humanitaire. Au cours des 10 dernières années, le climat et les catastrophes naturelles liées au climat ont tué un grand nombre de personnes, 1,7 milliard de personnes étaient consacrées et 25 millions de personnes ont été déplacées chaque année. Et comme je suis certaine que vous le savez tous, nous savons tous que ces risques en fait deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents avec des sécheresses, des inondations et les conséquences humanitaires, bien que ces événements se produisent rapidement ou lentement, eh bien, entraînent des décès, des maladies, des destructions, des déplacements de population à grande échelle, des urgences humanitaires. Et d'ici à 2050, 200 millions de personnes pourraient avoir besoin d'aide humanitaire chaque année, rien que du fait de ces catastrophes naturelles. Le changement climatique est partout et ce sont toujours les personnes les plus vulnérables qui en souffrent le plus. Celles qui sont confrontées à toutes sortes de menaces, elles sont âgées, handicapées, ce sont des femmes, des enfants. Et la plupart de ces personnes qui sont déplacées se retrouvent dans des zones où elles sont également à risque d'inondations, de vagues de chaleur ou autres. Donc, nous travaillons dans un secteur et c'est important de connaître les risques. Il y a toutes sortes de connaissances dont on dispose pour pouvoir minimiser l'impact des événements grâce au travail de résilience, grâce à la réduction des risques liés aux catastrophes et en augmentant la capacité internationale. Mais les euh, catastrophes à l'avenir vont concerner de plus en plus de personnes et nous ne sommes pas nécessairement bien armés pour réagir. Il y a trois types d'événements humanitaires auxquels on peut s'attendre. Alors, les catastrophes connues, celles que nous sommes déjà plutôt bien, mais qui peuvent présenter de nouvelles caractéristiques, eh bien, plus grande ampleur, plus fréquentes, elles peuvent peut-être impacter d'autres géographies, ou elles peuvent également être associées à d'autres catastrophes. On peut également avoir des catastrophes qu'on ne comprend pas de façon parfaite. Et là, ce sont des choses où il y a des aspects familiers, mais il peut y avoir des caractéristiques nouvelles, telles que les ouragans, par exemple, qui se développent plus rapidement ou qui ont des trajectoires différentes des trajectoires habituelles. Et il y a les inconnus, les choses qui sont tout à fait nouvelles, qu'on n'a jamais connues, par exemple, telles que les vagues de chaleur extrêmes. Alors, on connaît les vagues de chaleur, hein. On sait que c'est un risque,
mais jusqu'à maintenant, elles n'avaient pas nécessairement nécessité une intervention humanitaire. Donc comment s'y adapter? Comment y réagir? Et il y a également les nouvelles catastrophes, des catastrophes en cascade, nouvelles qui peuvent avoir des répercussions, sur les infrastructures, sur l'économie et on l'a vu avec le Covid-19. Les pays n'ont pas nécessairement tiré les leçons des épidémies passées. Ces événements, on les comprend plutôt bien, mais malgré tout, on n'est pas capable de contenir une maladie qui a entraîné toutes sortes de conséquences socio-économiques. Donc, alors, malgré les leçons dont on dispose sur la base de l'action humanitaire, alors, on pourrait penser que ce soit utile pour des nouvelles catastrophes. Alors, malheureusement, ça peut être le cas pour les catastrophes connues, moins pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut voir de quelle façon on peut s'adapter et réagir. En partie, on doit identifier les régions à risque, que ce sont des régions densément habitées ou des deltas. Il faut également développer notre aptitude à concevoir des programmes, donc résilience, réduction des risques, anticipation, réaction, et envisager de nouvelles réponses programmatiques pour résoudre des problèmes tels que les vagues de chaleur. Nous devons également insister sur l'évaluation, le suivi, l'apprentissage permanent. Il faut être flexible, agile et nous devons véritablement, comme ça a été dit depuis de nombreuses années, nous devons travailler de façon intersectorielle et voir de quelle façon les choses peuvent s'intégrer les unes aux autres. L'hébergement, l'assainissement de l'eau, entre autres, par exemple, en cas de vague de chaleur ou d'inondation. Alors, mais ces situations ne sont pas inévitables. Nous sommes encore dans cette décennie critique où on peut encore agir pour lutter contre le changement climatique. Nous pouvons atténuer les effets les plus graves en réduisant nos émissions, nos décès maintenant et en envisageant des éléments de préparation spécifiques au secteur. Tout d'abord, le secteur humanitaire a sa propre empreinte. En grande partie, cela vient de l'achat de marchandises, de biens, de services le long de la supply chain. Il y a également la question des transports, le transport des marchandises, le transport des ressources humaines, le fait de prendre un avion ou d'autres formes de transport. Donc, il faut mesurer cela, il faut établir des objectifs pour réduire l'empreinte carbone. Nous savons que MSF le fait déjà afin de réduire nos émissions d'au moins 50% par rapport au niveau de 2019 d'ici à 2030. Une des façons d'appuyer cet effort, c'est de voir de quelle façon on peut localiser les actions et les décoloniser. Donc, ça fait pas l'objet de grandes discussions depuis 5 à 10 ans déjà. Nous pouvons le faire en assurant une promotion du savoir sur place, local, en recrutant des gens en local et mieux comprendre quelles sont les vulnérabilités locales pour mieux mobiliser les ressources. Et cela va également réduire le nombre de déplacements inutiles et décoloniser le secteur. C'est une question de ressources également. Nous avons des données pour pouvoir prédire ce qui pourrait se produire. Maintenant, il faut savoir comment utiliser ces données pour catalyser le financement et pour localiser la mobilisation des ressources que l'on pourrait déclencher avant même la survenue d'une catastrophe naturelle ou d'un événement climatique non voulu. Alors, nous devons également voir de quelle façon, sur le plan individuel et en tant que secteur, nous pouvons prêter attention aux impacts disproportionnés sur les groupes vulnérables et donner la place aux différents types d'expériences pour en avoir une grande variété. Nous pouvons également voir de quelle façon nous pouvons faire en sorte que les projets existants soient résistants au climat. Donc, on l'a vu avec la déforestation de masse, au Soudan du Sud, par exemple, le bois utilisé pour faire à manger. Et ici, on a une campagne au Cameroun, donc plantation d'arbres, ça pourrait stabiliser le sol, retenir l'eau dans le sol, entre autres. Et il y a d'autres activités qui peuvent également permettre d'accroître l'efficacité tout en apportant des bénéfices sociaux et en matière de santé également. Alors, la crise climatique, pardon, elle a tous les ingrédients d'une crise. Alors, le changement climatique va façonner la façon dont le secteur humanitaire va évoluer dans les 10, 15 années qui viennent. Et maintenant, le moment est venu de prendre connaissance de cela, de voir où on en est, d'agir, d'être flexible et d'investir les ressources là où on en a le plus besoin dans le cadre de ce nouveau paradigme. Merci beaucoup.